Bonjour à toutes et tous les amis du no-code. Bienvenue dans ce nouveau live. J'avais un petit peu de retard par rapport au lancement de l'introduction. Je m'excuse. J'étais partie me chercher de l'eau. Je n'avais pas vu que ça passait si vite le temps. J'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce petit live mensuel. Ou pour ceux qui nous rejoignent, hein, parce que là, c'est la première fois que je fais le live sur LinkedIn en même temps. J'espère que ça marche. Je ne sais pas du tout si je vois ou pas en même temps les commentaires quand ils sont sur LinkedIn. Suspense. Je vais vérifier. Je vois qu'il y a un commentaire. Alors, pourquoi j'ai plus le chat? Ah non, c'est pas là. Il y a Eric. Bonjour Eric. Claire. Coucou Claire. Sympa de passer. Olivier, qui est toujours présent. Bonjour Olivier. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Alors, j'avais changé d'opérateur, je raconte ma vie un peu, d'opérateur internet il y a quelques temps. Et les 2 derniers lives que j'ai fait, il y avait pas mal de bugage. Donc là, j'ai un répéteur Wi-Fi dans mon bureau, donc j'espère que ça va mieux marcher. C'est SFR un peu capricieux. LinkedIn user, ça marche. Alors, par contre, c'est juste là, je vois pas c'est qui commente. Donc, je m'excuse, parce que je vois les commentaires, mais je ne sais pas qui commente. Et alors, je sais pas, bah si. Bah si, on voit les commentaires, je sais pas, il me dit ça se peut que les commentaires ne se publient pas sur certaines destinations. Ah, Olivier qui me dit qu'il a la vidéo qui freeze. Mince. Moi qui pensais qu'avec le répéteur ça irait mieux. Je vais enlever le wifi de mon téléphone, on sait jamais. Après j'ai peut-être mis, je crois que j'ai mis en 1080 la diffusion, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Alors on va démarrer ce live. Alors pour ceux qui l'ont joint et qui sont jamais venus, donc les astuces no-code et productivité d'une Moldu. Donc la Moldu c'est un peu moi parce que je suis un peu arrivé dans le no-code même si j'avais un petit bagage informatique. Je suis pas dans le milieu du développement ou autre. Donc j'ai appris à me dépatouiller avec tous ces langages qu'on trouve sur Internet. C'est jamais évident hein, avec le Franglish et tout qui est un peu partout. Et donc, je me suis un peu dépatouillée dans tout ça. Et aujourd'hui, je voulais partager un petit peu des choses que j'ai pu apprendre grâce aussi à la communauté NoCode, grâce à beaucoup de communautés sur Internet, en français, en anglais. Et donc, je me suis dit, des fois, on peut peut-être expliquer les choses un peu plus simplement. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et puis, de vous partager les choses que j'apprends encore. Et puis, parce qu'on apprend toujours avec le NoCode. Et on apprend toujours des autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'astuces là que je vais vous montrer, que j'ai appris aussi des autres et de gens de la communauté NoCode. Donc le but, c'est de partager ces petites astuces pour vous aider à gagner en efficacité, en productivité quand vous utilisez ces outils et pour vos activités quotidiennes. Et dans les premières séries qu'il y a déjà eu, qui sont déjà passées, donc janvier, février, on a vu les 2 mois, comment gérer la prise de rendez-vous en ligne, de prospects, de clients pour pas être débordé. Et puis dans le 2e épisode, on a vu comment automatiser tout ça avec Make, et donc Make et Airtable couplés. En mars-avril, on a vu en 2 épisodes comment créer sur Airtable, mais ça peut s'adapter sur Notion, Coda, ce que vous souhaitez, un peu sa gestion de communication sur les réseaux sociaux facilement. Et puis ensuite, on a vu dans le 2e épisode comment automatiser ensuite la publication de tous ces posts sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et donc là, aujourd'hui, on va faire un petit live d'astuces diverses sur Airtable que j'ai chopé par-ci par-là au fil du temps. Et voilà, donc n'hésitez pas hein, pendant le live, si vous faites un peu autrement ce que je monte, à partager, à dire tiens, moi je fais pas comme ci ou moi je fais pas comme ça. Il n'y a pas de souci. Oui, il me remet que ma connexion est instable. C'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si sur LinkedIn, ça freeze aussi. Oui, je suis sur le bon Wi-Fi parce que j'en ai pas plusieurs en fait. Pourquoi je serais pas sur le bon Wi-Fi, Olivier? Tu crois qu'avec le répéteur, il faut que je me connecte sur un autre Wi-Fi? Bon. Le Wi-Fi du répéteur et le Wi-Fi de la box. Ah, il y a 2 Wi-Fi différents? J'avoue que je suis un peu une guiche en Wi-Fi.
Bah écoute, ça se trouve en fait je lance le répéteur, mais je suis pas du tout connecté dessus, c'est ça que tu es en train de me dire? Bon bah écoute, j'essaie de regarder ça, une autre fois. En attendant, bah, je vais m'enlever ma tête, comme ça évitera que ça bug, c'est chiant ça quand même à chaque fois. Je m'en excuse. Ils peuvent avoir le même nom, mais physiquement c'est 2 autres. Bah écoute, je n'ai rien. J'ai un truc, ça me marque réseau masqué, mais j'ai pas de c'est peut-être réseau masqué. Bah écoute, on va rester comme ça. De toute façon, je vais mettre ma tête de côté parce que c'est pas le plus important, on va dire. Bon, voilà, tristesse du Wi-Fi du jour. Donc, on va voir. Alors, j'ai mis sur LinkedIn qu'on allait voir 18 petites astuces. J'étais un peu motivée quand j'ai écrit ça. En fait, il y en a 14 que j'ai préparées ces derniers jours. Parce que des fois, il y a des petites choses qui permettent de se dépatouiller quand même sur des erreurs qu'on peut rencontrer. Alors, attends, je vais juste enlever la bannière là, pour pas que ça vous gêne. Elle est où ma bannière? Oh, décidément. Là. Merci, voilà. Puis on va enlever ça aussi, parce que ça, c'est chiant. Voilà. Donc, on est déjà à l'émission 5. Ce qu'on va voir dans cette émission, c'est des astuces un peu, je dis de débutants, parce que moi, c'est des astuces que j'ai appris au fil du temps en démarrant. Il va peut-être y avoir des petites astuces un petit peu plus avancées, mais c'est des petites choses qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc il y a 14 astuces et on va démarrer par, la première astuce qui pour moi est super importante. Ce sont des paramètres à connaître quand vous utilisez Airtable, comme changer la couleur de la base, l'interface ou ajouter des informations dans la base de guide, base guide, je sais pas comment on prononce ça en son, c'est pas grave. En fait, quand vous utilisez Airtable, il y a plein d'endroits où vous pouvez mettre de l'information et la documentation, quand on débute sur Airtable, c'est quand même un des points le plus important. On verra dans un autre épisode sur des astuces Make, mais là, je vous montre sur Airtable. Déjà, quand vous êtes sur votre base, hein, vous allez pouvoir ici, changer l'apparence, donc les couleurs, changer les icônes. Je ne vais pas mettre un petit Gugus triste, on va mettre un Gugus content. Il y a pas de Gugus content. Voilà, il y a un Gugus content. Et ici, vous avez base guide. Bon, ça se prononce sûrement en anglais, mais je vais le prononcer en français. Et c'est un endroit qu'on zappe un peu. Moi, quand je fais des bases maintenant pour les clients, je l'utilise beaucoup pour mettre des liens. Donc, vous voyez, c'est ce qu'ils vous disent, utilisez cet espace pour partager les objectifs et détails de votre base avec votre équipe. Partager les détails, ce que contient la table, ce que montrent les vues, les liens, etc. Et c'est vrai que ça peut être schéma de la base. Par exemple, faites un schéma sur Wismcall et puis vous mettez le lien ici. Vous pouvez faire du markdown aussi. Moi, je suis pas une pro du markdown, donc je vais éviter là. Donc on peut faire ça. On peut mettre par exemple, je sais pas, lien, formulaire, fill out de la table. Tac, tac, tac. Et puis là, vous mettez les liens. Documentation, Coda, et puis là, on met le lien. Donc ça peut être pas mal pour avoir déjà une présentation générale de la base où on peut regrouper des informations. Bon, c'est un petit carré, mais ça permet que si on partage la base ou autre, on retrouve tout ici de manière centralisée. Donc là, il y a à cet endroit, vous voyez, quand on clique là, voilà, ça affiche base guide. On peut afficher des informations intéressantes. Vous pouvez aussi mettre des informations dans vos tables, dans les différents onglets qui représentent des tables. Vous cliquez dessus et vous avez Edit table, description. Et là, vous allez pouvoir aussi décrire à quoi correspond la table. Présentation des astuces. 1, 2, 3, 4 et 14. Donc ça permet voilà, que quand on arrive ici, la personne, il y a toujours le petit qui s'affiche et on voit directement une petite description de ce que fait cette table.
Ensuite, on peut mettre aussi alors ici, voilà, c'est les vues. Donc vous avez les vues ici qui s'affichent, mais vous avez aussi l'onglet à côté de View. C'est vrai que ça, c'est un peu, perturbant. C'est que des fois, on clique un peu partout parce qu'on ne sait jamais où on retrouve l'information. Heu, Quand vous êtes en haut, en fait, c'est ici que vous avez les informations, les paramétrages de la vue pour, tout ce qui est collaboration, renommer la vue et là, on peut dupliquer, donc ça, on va en parler après, imprimer, download en CSV. Ça, je vous conseille de le faire aussi, régulièrement, tous les mois, de télécharger votre base et vos tables en CSV et donc là, on a Edit View Description et là, on peut mettre, vue qui présente les astuces, 1 et 2. Ouais. Moi, par exemple, ça, je l'utilise beaucoup. Je crois que je vous en parle. Ouais, j'en parle dans l'astuce 11, mais j'utilise beaucoup quand je fais des sections. On verra comment faire des sections. C'est important pour classer, en fait, ces différentes vues et pour montrer à mes clients, ben, ce qu'il ne faut pas toucher, en fait. Donc on peut, voilà, mettre pas mal d'infos et le dernier endroit où on peut mettre des infos, c'est directement sur vos colonnes ou les champs. Voilà, ça peut être des champs ou des colonnes dans, vos tables Airtable. Donc ici, par exemple, si je clique, hein, j'ai Edit Field Description et là je mets, email, du client, par exemple. Moi, par exemple, j'utilise souvent ça pour savoir les colonnes que j'utilise pour des automatisations et comme ça, mes clients, quand ils travaillent sur leur base Airtable, ils savent que ça, faut pas toucher. Voilà, la colonne là, pas touche. Il y a le i et c'est marqué «Utilisé pour l'automatisation» et vous pouvez aussi à chaque fois rajouter des liens, hein. Donc ils sont pas cliquables, mais bon, des fois, ça peut dire, voilà, email du client, utilisé dans automatisation make et puis, par exemple, ici, on va mettre le nom de l'automatisation et puis le lien. Ça peut être pratique, ça permet un petit peu de documenter votre base, même pour vous, parce que parfois, bah, quand on revient dessus, moi, la toute première base que j'ai fait pour gérer mon système, je l'ai pas fait, puis j'ai rajouté des choses au fur et à mesure et au fur et à mesure, j'ai amélioré parce que j'ai appris des nouvelles choses et au fur et à mesure, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des choses, je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça. Il y a des colonnes, je ne sais plus à quoi elles servent. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que je vous conseille dès le départ, si vous pouvez, même pour vous documenter vos bases, c'est quand même le mieux. Donc ça, c'est pour, l'astuce 0, on va dire. Donc les paramètres à connaître pour vraiment penser à bien éditer vos vues, vos tables, vos colonnes, votre base. Claire qui dit: «Ça arrive tout le temps». De plus me souvenir pourquoi j'ai fait ça, mais je sais qu'il y avait une bonne raison. Ah ben moi, c'est pareil et je pense que ça nous arrive à toutes et tous et que c'est pour ça que c'est important de bien, documenter sa base, même quand on fait ça pour nous. Ou des fois, moi, je fais des bases de tests où là, par exemple, je fais, le cercle des ops que je vous conseille, hein, qui est proposé par Exit Contournement, le cercle des ops avec des challenges, en fait, sur Make, Airtable et cetera. Bon, c'est déjà un peu plus avancé, hein, quand même. Et en fait, bah, j'ai plein de tables, hein, dans Airtable, hein, je vais me retrouver ici dans Airtable avec plein, c'est dommage qu'on peut pas faire des sous-workspace dans Airtable, mais du coup, voilà, je me retrouve alors avec plein de choses, hem, je cherche ça alors maintenant je les appelle cercle des ops, donc attention aussi au nom qu'on donne, cercle des ops, mais c'est vrai que quand je vais cliquer dessus, j'aurais dû, ça aurait été bien que j'ajoute ici, alors j'avais mis ici j'avais quand même mis ah si je l'avais fait! Ah bah j'étais intelligente là. Là j'avais repris les différents niveaux en fait du challenge, ce qui était demandé de faire. Et j'aurais pu en mettre un petit descriptif aussi pour dire, bah, tiens, à quoi correspondait ce challenge. Olivier qui nous dit: «Faut toujours tout documenter». Je le fais systématiquement car 6 mois après, tu sais plus rien. C'est vrai. Donc Olivier dit qu'il fait aussi un diagramme de flux avec les connexions des tables et des blocs, qui fait quoi? Et il va les manger devant une no-codeuse. Bah, bon appétit, Olivier. C'est bien, tu te fais la cuisine et tout. C'est bien.
C'est que le midi, on a tendance à aller vite, mais c'est important. Alors, le diagramme de flux, c'est intéressant. Alors, dans Airtable, on a une petite extension, mais j'ai envie de dire, voilà, quand vous allez dans l'extension, il y a pas mal de choses, là, quand vous débutez, vous pouvez aller voir, qui s'appelle Base Schema, qui est une extension qui permet de voir le lien, en fait, entre les tables, mais je trouve qu'en fait, on repère vite plus grand-chose. Voilà. Déjà, là, en fait, bon, moi, c'est des tables astuces, il n'y a aucune construction de base, hein, mais bon, j'ai quand même des astuces qui sont liées entre des tables. Donc, on voit les liens, on peut comme ça gérer les relations, ce qu'on veut voir ou autre. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ne peut pas imprimer. Et c'est peut-être un peu trop complexe quand on a des grosses tables. Bon. Olivier qui dit, c'est pas Zoho Creator qui va me faire à manger, c'est clair. Tu l'utilises pourquoi, Zoho Creator, Olivier? J'entends beaucoup parler de la suite Zoho. J'avais essayé pour tout ce qui était facture. On peut pas mal automatiser avec Make, et puis c'est vrai que j'ai jamais fouiné tout ça. Olivier qui dit print screen de la base, ça aide. Ah, tu veux dire ici, là, tu fais des imprimes écran dans Airtable? Donc là, on a vu la petite astuce 0. Et là, l'astuce 1, alors ça, c'est une petite astuce que j'ai appris de pas mal de gens, en fait, et vous la connaissez peut-être, cette astuce. Mais elle n'est pas assez connue, donc je partage aussi. C'est ce que j'appelle l'optimisation de tests d'email avec l'utilisation de +1 ou +test. En fait, c'est quoi +1 ou +test? C'est quand vous avez une adresse mail, vous allez pouvoir, en fait, en ajoutant entre l'arrobase et la partie avant l'arrobase de l'email, vous rajoutez un plus. Par exemple, moi, si c'est alors ça marche bien avec les adresses Gmail, il y a des adresses avec quoi ça qui ça ne marche pas. Par exemple, moi, si c'est psychergo54@gmail.com, je vais mettre psychergo54 plus 1 @gmail.com. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples. Et ça va me permettre de ne pas recréer des nouvelles boîtes mail pour utiliser plusieurs fois une adresse mail pour faire des tests, par exemple. Et je sais que dans Airtable ou dans tout ce qu'on fait, dans le no-code, on fait beaucoup de tests d'envoi de mail, etc. Puis des fois, on veut voir si ça marche, si on envoie sur plusieurs mails. Donc, on va envoyer à plusieurs adresses mail. Après, il y a d'autres applications qui existent pour faire ça rapidement, mais si vous voulez pas vous embêter, et ça, c'est très utile aussi dans votre vie de tous les jours pour trier vos mails dans vos boîtes mail, vous inscrivez à des newsletters, par exemple, vous pouvez mettre psychergo54 plus newsletter. Voilà, à chaque fois, vous rajoutez plus quelque chose, @gmail.com. Donc, vous allez recevoir toujours sur votre boîte principale, mais ça vous permet de voir par rapport à ce petit paramètre à quoi ça correspond. Donc, en gros, la notation, donc je vais vous montrer. Donc, on peut mettre +1, par exemple, à l'adresse mail principale. Par exemple, si mon adresse principale, c'est psychergo@gmail.com, ça deviendra psychergo +1 @gmail.com. +2, +3, +4, +14. En fait, vous mettez ce que vous voulez après le plus pour vous repérer. Donc, par exemple, ça peut être +test, +test1, +test2, non, ça peut être psychergo +test1 @gmail.com ou psychergo +test2 gmail.com. Donc, on peut faire pas mal de choses comme ça pour créer plusieurs adresses mail. Et puis, ça marche aussi, la petite astuce, en dehors d'Airtable, quand vous utilisez des comptes, vous savez, de démo sur des sites où vous avez 15 jours d'essai, vous recréez un compte avec un +1, +2, +3 et normalement, ça marche. Alors, Olivier qui nous dit sur Zoho, donc il développe sur Zoho et enfin, j'ai oublié de masquer le commentaire. D'accord. D'accord, donc tu as même une application d'automatisation Flow sur Zoho, tu vois? Je ne connaissais pas et il me dit: «Il y a aussi des apps spécialisées comme la facturation, comptabilité, CRM, inventaire ou gestion de campagne de mail newsletter». Mais sur Gmail, le plus définit ensuite le tag qui apparaît dans ta boîte Gmail. Le tag qui apparaît dans ta boîte Gmail, c'est-à-dire? Tu veux dire les libellés? Et ça, en fait, il faut créer des petites automatisations dans Gmail pour dire que quand tu reçois une adresse à telle adresse mail,
ça ajoute tel libellé. Là, c'est une petite automatisation, en effet, qu'on peut faire aussi dans Gmail, qui est très pratique. Et tu fais bien de le souligner, en effet, parce que ça permet, voilà, si on met plus newsletter, bah, de dire comment ça se fait tout seul? Ah, ça m'étonne. J'ai jamais vu que ça se faisait tout seul, moi. Tu le lis pas un libellé avant, quand même? Tu fais pas un filtre, un critère, en fait, pour dire qu'à chaque fois que tu reçois cette adresse, ça le met dans le libellé et il trouve tout seul? Faudra que je teste. Je me note. Test. Classe directe dans libellé. Je note en même temps des fois ce que vous me dites. Faudra que j'essaye. Bah, avec les plus simples, plus ça marche pas, mais faudrait que j'essaye avec du texte. Alors, donc ça, c'est très pratique. Moi, je l'utilise beaucoup quand je fais des tests pour des clients, puis ça évite, vous savez, d'avoir, de pouvoir mettre des fausses adresses mail de clients, mais qu'on puisse envoyer quand on fait des automatisations ou autre. Et donc, au lieu de s'embêter, voilà, de refaire à chaque fois. Donc ici, on a une petite table, voilà, email. Donc là, vous voyez, j'ai email OK. Alors, je vais juste enlever ça. Donc ça, c'est je copie en fait mes emails et ça va me mettre l'email +1, +2, +3. Bon, après, il y a plein de façons de faire. Claire qui demande, voilà, sur, l'astuce Gmail, Olivier, si, le libellé existe. Avant, je m'embêtais, je copiais l'email, puis à chaque fois, j'allais là et je faisais +1 et puis je recopiais ici et puis je faisais +2 et cetera. Bon, c'est chiant à faire. Maintenant, ce que je fais c'est que si j'ai plusieurs lignes, en fait, tac, tac, voilà, ce que je fais, c'est que après, je copie juste mon adresse mail et je vais la copier partout et ça va me créer automatiquement des adresses, vous voyez, +8, +9, automatiquement des adresses tests que je vais pouvoir utiliser dans mes tests. Alors ici, je l'ai fait comment? J'ai fait une colonne auto-number pour l'exemple là, pour qu'il y ait une numérotation, mais on pourrait faire avec n'importe quoi d'autre. On pourrait faire une colonne, je sais pas, test, +1, enfin voilà, on pourrait concaténer, on pourrait faire, plusieurs choses et donc au lieu de refaire à chaque fois dans cette colonne email à la main, j'ai fait une petite colonne formule ici. Alors, vous allez me dire: «C'est peut-être un peu compliqué». On verra après, mais cette petite formule, elle marche très bien parce qu'en fait, ce qu'on veut lui demander, c'est qu'avant le arrobase, il aille chercher ce qu'il y a avant, qu'il regarde combien il y a de caractères avant le arrobase. Il va m'ajouter, une fois qu'il arrive au bout des caractères ici, entre le 4 et l'arrobase, un plus et il va m'ajouter l'autonumber qui est ici. Donc la formule, il va me concaténer. Donc concaténer, ça veut dire qu'on met ensemble plusieurs informations de plusieurs colonnes. Left, en fait, ça veut dire qu'il va aller me chercher left dans le champ email, tout ce qui est à gauche de l'arrobase et donc il va aller chercher le nombre de caractères ici, donc left, il va aller chercher dans ce champ email tout ce qui est à gauche de l'arrobase, -1. Pourquoi -1? Parce qu'en fait, il va m'enlever le arrobase, il va pas le prendre en compte, sinon je l'aurais 2 fois. Ensuite, virgule, concatène, donc virgule, il va ajouter un plus, virgule. Une fois qu'il a ajouté le plus, il va m'ajouter l'autonumber qui est ici. Et ensuite, à droite de l'arrobase, il va me remettre l'email. Donc len ici, c'est regarde donc le nombre de caractères toujours, moins le nombre de caractères après le arrobase plus 1 pour pas prendre le arrobase en compte. Jacques qui me demande: «Le premier ne devrait pas avoir de +1, non?» Ici, non. Justement, c'est -1. Dans ta formule, tu peux AC plus D plus autonumber, le D fait commencer ton libellé par la lettre D. Oui, en fait, vous mettez ce que vous voulez ici, là, dans les petits crochets. Moi, là, l'exemple, je monte +1, mais si tu veux mettre, plus D, plus H, tu fais ce que tu veux, hein. Ça, après, voilà, donc si je mets plus D, ça met plus D1, plus D2.
Et donc, tu n'as pas de libellé chiffres. Je comprends pas, Olivier, ce que tu veux me dire. Donc là, moi, ici, l'exemple, c'était +1, +2, +3, mais vous pouvez mettre plus test 1, plus test 2. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez ici. C'est juste pour vous montrer un exemple d'une petite formule. On verra après, on va la décomposer un petit peu. Mais d'une formule, donc je vous ai mis left, voilà, il va extraire la partie de texte qui est début de chaîne. Donc ici, tout ce qui est avant le caractère arrobase. Le -1, c'est pour exclure ce caractère arrobase de la chaîne qui est extraite, sinon on va avoir 2 arrobases. Et ensuite, on extrait tout le texte de l'adresse mail jusqu'au caractère, donc arrobase exclu. Olivier qui dit: «Ça devrait se créer être géré seul automatiquement dans Fil dans Gmail». D'accord. OK. Donc voilà pour la petite astuce ici pour, utiliser des adresses mail test. Après, si vous voulez pas vous embêter avec la formule, vous pouvez très bien ici faire à la main, ici +1, +2 et cetera. L'astuce 2, alors ça revient sur la partie documentation. Alors Eric qui me dit: «Tu pourrais aussi faire une formule avec une regex». Oui, mais là, comme c'est plus pour des débutants, les astuces, la regex, c'est déjà un peu plus complexe. Voilà, Olivier qui vous réexplique donc ce que je viens de vous dire par rapport au arrobas avec le -1. Donc l'astuce numéro 2, donc là, c'est, pour la partie documentation. Vous avez aussi la possibilité, j'aurais pu le mettre avec l'astuce 0, c'est vrai que j'ai préparé ça un petit peu au fur et à mesure. Dans les extensions, vous avez, une extension qui s'appelle pas astuce, mais qui s'appelle ici, alors je ne sais pas si on le voit directement ou si je vais devoir chercher documentation. Voilà, vous cherchez documentation, mais c'est là, c'est description. Et donc, c'est une extension qui va vous permettre, d'ajouter des informations aussi à votre base pour vous ou vos clients. Donc, vous voyez, je l'ai ajouté ici. Par exemple, je l'ai appelé astuce 1 et donc, hop et donc, on peut ici, rajouter du texte, directement dans la base de données via les extensions. Alors, le seul truc, moi, j'ai pas trouvé comment faire autrement, mais le seul truc qui est dommage, c'est que, en fait, bien sûr, l'extension s'affiche pour toutes les tables. Donc, si vous voulez, par exemple, créer un bloc-notes juste pour un autre onglet, bah, ce que vous pouvez faire, c'est de le dupliquer. Donc, il va dupliquer l'extension et puis là, vous pouvez écrire autre chose s'il veut bien. Ah, il veut pas. Il a buggé. Ah voilà, normalement, vous pouvez dupliquer, ah, c'est parce qu'ici, j'ai pas fait done. Bon, bah, j'ai tout fait bugger, c'est magnifique. Done. Donne-moi le temps. Il veut pas, hein? Si, c'est bon, voilà. Donc c'est parce que j'avais pas done, voilà. Ici, je peux modifier et mettre, d'autres textes, il y a pas de souci. Oui, j'ai tout cassé, Olivier, tu vois? Alors Eric qui dit, que lui, il était perdu avec les len fine et qu'il préfère quand la formule est moins longue et plus facile c'est sûr. Mais c'est vrai que les regex, c'est pas forcément facile. Puis je me dis quand on débute, c'est bien aussi, je vais montrer justement après comment on peut faire des formules longues, plus facilement. Mais, c'est quand on débute, sur Airtable, les regex, c'est peut-être un peu complexe et puis c'est bien de débuter, d'apprendre à utiliser les formules. Mais c'est vrai que quand on peut faire des formules plus courtes, c'est mieux. Donc maintenant, bah, justement une petite astuce. Donc ça, c'est de cette année un petit peu, ah ça y est, c'est sorti, donc l'intelligence artificielle qui permet de faire les formules Airtable facilement. Et ben, on va faire un test justement, Olivier, pour voir si ça marche avec les regex. Je n'ai jamais essayé. Et donc ici, donc on est sur l'astuce 2. Heu Pourquoi j'ai pas bah oui, normalement c'est là, voilà. Formule test, aïe.
Donc là, on va faire une formule test AI justement. Bah, tiens, on va lui dire, on va générer ici une formule. Donc ça, c'est plutôt pratique. Moi, je l'utilise quand je veux gagner du temps aussi, des fois dans les formules sur Airtable maintenant. Olivier qui dit: «Ce qui est bien, c'est que chacun peut faire de façon différente. Si tu kiffes, les regex, ça joue». Ouais, c'est vrai que c'est bien. En fait, c'est important aussi que quand on débute, on comprenne bien qu'il y a pas une façon de faire, il y a plein de façons de faire et c'est ça qui est top. Donc on va lui dire voilà, ajoute-moi avec, une regex, on va voir. Plus et l'auto-number entre alors avant le arrobase du champ email. On va mettre ça. On va voir. Peut-être qu'il faut mettre plus de choses. Justement, c'est bien, ça va permettre de tester pour voir ce qu'il va nous mettre. Oh, il est déjà 35, ça passe vite. 14 astuces à montrer, il va falloir que j'accélère un peu. Alors, moi, je suis pas spécialiste des regex, hein, donc je vais pas vous dire si c'est juste ou pas. Alors, Eric qui a l'habitude des regex, est-ce que toi, en un coup d'œil, tu arrives à dire, alors je vais peut-être zoomer un peu, voilà, si ça a l'air pas mal ou pas? Donc, il a mis regex replace, email, donc ici, il dit, il va replacer, en fait, il replace des éléments, donc il prend le arrobase plus auto-number. Après, je sais pas trop l'expliquer. Il remplace, et ça marche, hein, le résultat, comme Claire a dit, ça marche. Voilà, il remplace arrobase par auto-number. Donc en effet, je vais dézoomer. Ça marche. Donc vous voyez? Claire qui dit: «Tu aurais pu faire juste un remplacement de texte». Eh bien, écoute, on va lui mettre maintenant, on va prendre tac. Alors attends, et c'est chiant, il m'a mis en anglais. On va créer une autre formule rapidement pour voir, parce que là, je l'ai influencé. Je lui ai dit de faire un regex. Maintenant, je vais juste lui dire: «Ajoute un plus et auto-number avant le arrobase du champ email». Et on va voir ce qu'il va proposer en fait, comme formule de lui-même. Mais voilà, c'est ce que disait Olivier, ce qui est génial avec le no-code, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Donc on n'est pas bloqué. Alors après, des fois, ça donne trop de choix, et des fois, on n'est pas bloqué. Ah bah, là, quand je lui demande de me faire, il me fait la formule avec le concatenate. Ah, c'est marrant, lui, il met pas le +1. Bon. Et je sais pas si je régénère la formule. On va réessayer une dernière fois, puis je vais passer aux astuces suivantes. Je vais voir si je lui redemande s'il fait autrement ou s'il propose toujours cette formule-là. Non, il propose toujours la même formule. Mais je pense que tu parlais de, il doit y avoir la formule, voilà, replace. Donc là, je vais pas la faire là. Olivier qui dit la formule, c'est pas du no-code. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'est considéré comme du codage, la formule? C'est moi qui suis une moldue, tu vois, c'est une question que je me pose. Donc c'est pas mal. Hop, on a fait les petits tests. C'était plutôt amusant pour cette partie d'intelligence artificielle. L'astuce 4, c'est justement comment créer des formules qui peuvent paraître complexes en les décomposant. Donc, on va reprendre cet exemple rapidement de l'ajout des +1 en décomposant les left et fine. Vous voyez qui dit on rentre dans la région grise entre code et no-code. Donc, je suis sur quelle astuce là? La 4. D'accord. Tic. Donc, astuce 4. Ah bah, je l'avais là, astuce 3. J'ai préparé ça il y a quelques temps, certains trucs, alors je ne sais plus comment je m'étais organisé. Ici, sans utiliser par exemple l'intelligence artificielle, si vous voulez faire des formules et que vous voulez décomposer, c'est toujours intéressant parce que
quand on réfléchit à une grosse formule où il y a beaucoup de if, où il y a beaucoup de choses imbriquées, ben, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, sur cet exemple, donc on avait fait pour ajouter le +1. Imaginons donc je pars de là et je dis: «Ben, je veux récupérer tout ce qui est avant le arrobase». Donc je peux commencer juste par faire une formule left. C'est plus simple, voilà. Je veux chercher, donc là, il faut dire combien de caractères, on veut donc, extraire, enfin compter, avant donc dans mon email. Et ici, je sais qu'il y en a 10 parce que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai compté donc 10 caractères. Donc là, c'est bien, mais le problème, comme j'ai écrit, c'est qu'on ne sait pas forcément à l'avance, notre adresse mail, combien il y aura de caractères avant le arrobas. Donc là, j'ai déjà vu la formule left, elle peut m'aider. Maintenant, je veux savoir comment retourner le nombre de caractères qu'il y a avant le arrobas puisque je ne peux pas le connaître par avance. Là, je vais tester, find. Donc là, j'aurais dû mettre, find et pas, donc là, find, en fait, ça va permettre de chercher, en effet, dans l'email avant ce caractère arrobase, où il est compris dedans, je crois, oui. Ici, le arrobase, avec le arrobase, on a 11 caractères, c'est ça. C'est pour ça qu'on mettait le -1 l'heure tout à l'heure. Donc je vais dire, tu me trouves le nombre de caractères donc avant, ce arrobase dans email. Et donc il me met 11. Maintenant, alors si je fais -1, il va me mettre 10. Voilà. Donc je pourrais faire le -1 là directement. Et puis après, ensuite, on combine nos 2 formules. Donc on a la formule left, on sait qu'il faut aller chercher left. On veut l'information avant le arrobase et on veut le nombre de caractères avant le arrobase. Et bien en fait, ensuite, on va combiner les 2, left, email, virgule, on rajoute le find, arrobase, email et on ferme la parenthèse. Donc ça, en fait, vous avez ici, en gros, les 2 formules là, qu'on a créées juste avant, donc email, donc tout à l'heure on avait mis 10 parce qu'on savait qu'il y avait 10 caractères. Et ensuite find, donc il va chercher en fait, le nombre de caractères avant email. Find ne trouve pas le nombre de caractères, mais la position dans la chaîne. D'accord, oui pardon, oui j'ai dit une erreur en effet, c'est le nombre de caractères, à quel moment on trouve le arrobas quoi. En effet. Tu fais bien de spécifier Olivier. Donc c'est la position de la chaîne find. Je le remets, voilà, pour ceux qui regardent ici. C'est pas le nombre de caractères, je me suis trompée, c'est bien la position dans la chaîne. Tic. Donc voilà pour ces petites astuces pour décomposer vos formules. Au lieu de commencer ici à faire des grosses formules, à imbriquer des choses, bah, si vous voulez faire plusieurs choses et chercher plusieurs choses avec plusieurs champs, c'est bien de faire par étapes et puis ensuite de recréer une colonne. Puis ensuite, on peut supprimer les colonnes qui ont permis de chercher ces informations. Alors si on finit pas, je vois l'heure, je sais que j'ai tendance à déborder. Je me suis dit: «Tiens, les astuces, ça va aller vite, ça mettra moins d'1 heure», mais non, en fait, ça met toujours du temps. C'est pas grave parce que j'ai prévu un épisode 2, alors pas forcément la prochaine fois, je verrai, sur, d'autres astuces make. Alors là, une petite astuce, moi, qui me sert plutôt pas mal. Alors là, c'est déjà un petit peu plus intermédiaire, on va dire. Là, on va utiliser Airtable et Make, donc qui est un outil d'automatisation. Il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant quand on fait, dans Make avec ce qu'on appelle les webhooks. Donc les webhooks sont des modules, en fait, qui vont recevoir une information externe, d'Airtable, par exemple. Ça va envoyer une information, comme si on appelle quelqu'un, Titi, on lui dit de décrocher le téléphone. Bah, le webhook sur Make, il va décrocher le téléphone, il va prendre l'info et il va la traiter. Le problème, c'est que quand il y a plusieurs infos à traiter dans son scénario sur Make, ben, on peut mettre un webhook, ce qu'on appelle un webhook response, donc qui va nous donner une info, les webhooks. Ça va nous donner une info à la fin
du scénario pour nous dire que le scénario est terminé. Mais le problème, c'est que nous, des fois, on veut savoir aux différentes étapes du scénario s'il s'est bien passé quelque chose. Moi, j'utilise ça, par exemple, pour une cliente à qui j'ai fait, des signatures de contrats sur PandaDoc, donc qui est un outil qui permet de faire de la signature en ligne. Et donc, ça, quand le contrat a été envoyé, ça va m'indiquer dans un champ que le contrat a été envoyé à telle date. Ensuite, quand le contrat est en cours de rédaction sur PandaDoc, ça me met que c'est en cours de rédaction et quand c'est envoyé, ça me met que c'est envoyé. Donc tout ça, c'est sur Airtable, en fait, au fur et à mesure du scénario qui va se dérouler. Donc ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer ici. Hop, donc c'est dans le j'ai fait 2 petits scénarios rapides pour vous montrer. Donc là, on est dans l'astuce 5. Tic. En fait, ce que j'ai fait ici, par exemple, j'ai fait une petite table très, très bête, hein, c'est pour vous montrer. Donc j'ai une colonne qui s'appelle process, qui va enregistrer tous les process liés à cette tâche ou ce scénario, parce que des fois, ça peut être plusieurs scénarios, mais je veux le suivi. Donc ici, je vais mettre par exemple le nom d'une personne, date du jour, un mail qu'il faut envoyer, donc le texte d'un mail. Et c'est tout pour l'exemple. C'est pour comprendre le principe. Donc je vais avoir un premier scénario qui va faire quoi? Donc ce scénario mail, donc ne faites pas attention à, je ne vais pas expliquer si c'est cette variable, etc. Je le ferai dans un autre live, mais ici, je voulais juste, comme j'ai pas de webhook ou autre, j'ai juste créé, voilà, un nom. Il y a un nom qui va être envoyé quand je vais lancer le scénario ici. Airtable va me créer l'enregistrement, donc dans cette table astuce 5. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans ma colonne process, il va me mettre ajout d'un contact, donc ce formulaire, ce scénario, on va dire, c'est pour ajouter un contact. Et puis après, il y aura un autre scénario qui fera autre chose. Telle date plus template mail prêt. Puis j'ai des petits points. Donc il va me mettre le nom, la date du jour. C'est tout. Voilà, c'est un petit truc tout simple. Mais ce qui est important, c'est ici ce qui va m'enregistrer dans le process. Donc je fais OK. Et ça ne marchera pas. D'habitude, ici, vous avez un webhook et le webhook response. Ici, il ne marchera pas parce que je n'ai pas de webhook à la base. Donc, je fais lecture. Et on va voir ici. Alors, je vais enlever celui-là. Tac. Voilà, il m'a bien mis process, ajout d'un contact le 15/5, plus template mail prêt. Maintenant, imaginons plus tard, j'ai mon autre scénario qui se lance, parce que les scénarios ne se lancent pas forcément au même moment. Et donc, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons, bon là, je vais récupérer ce record pour l'exemple. Vous voyez, j'ai mis le record ID. Ça, c'est l'identifiant ici. J'en parlerai après, l'identifiant de l'enregistrement de cette ligne. Donc, je vais juste récupérer ça, parce qu'ici, en fait, je vais envoyer un mail. Hop. Je vais m'envoyer un mail, test, voilà, pour dire, imaginons, j'ai un scénario, ça envoie un mail. Et ensuite, je vais mettre à jour ici le champ. Mais je ne veux pas effacer ce qu'il y a dans le champ, parce que je veux garder l'historique de tout ce qui se passe, en fait, dans mes scénarios. Et en fait, ici, donc, je vais juste rajouter mail envoyé. Je remets les 3 petits points. Et ici, je récupère le champ, donc process, qui existe déjà, avec les informations. Et en fait, je récupère ces infos qui existent déjà, et il va juste me rajouter ça en plus. Donc, si je fais OK, une fois qu'il aura envoyé un mail, il va me mettre ici qu'il a bien envoyé un mail. Alors, pourquoi ça ne... Ah, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça, valide permission, là? Alors ça, des fois, ça me fait ce bug en ce moment. Alors peut-être Airtable est en train de bugger. Ah mais oui, je sais pourquoi. Bah oui. Il faut que je recopie le record ID de la ligne, sinon ça ne marchera pas. Voilà. On recommence. Tic. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça m'a gardé les infos précédentes de mon process d'entre mes scénarios et ça me rajoute mail envoyé. Et ça peut être sur, moi j'ai des scénarios plus longs et en fait à chaque étape, j'ai un module Airtable qui va me mettre à jour ce process et donc ma cliente, elle, bah, quand c'est automatisé avec un webhook, donc c'est automatique, au moment où c'est automatique, tac, elle a l'info qui se met dans son Airtable sans aller voir sur Make ou autre. Elle sait directement le mail
et en cours de préparation, le mail est envoyé et parce qu'elle aime bien avoir toutes les étapes et ça, c'est plutôt pratique. Olivier qui dit: «Pas mal, tu t'es fait une table de log remplie par Make?» Non, non. Je n'ai pas fait de table de log. J'utilise un bot de la messagerie instantanée pour faire la même chose. C'est du log que tu fais là? Oui, peut-être. Je sais pas. J'appelle pas ça du log. Tu sais, moi, c'est du moldu, hein, donc moi, si on me parle, c'est du log. Non, je pensais que tu me demandais si j'avais fait un scénario, je sais pas si on pouvait récupérer un. Coucou Sarah, bienvenue. Nouveau follow. Welcome sur la chaîne No Code France. Loguer, c'est inscrire ce qui se passe au fil du temps. Ok. Bah, si tu veux, c'est une table de log. Alors, sauf que là, j'ai fait un exemple avec une petite table, mais dans le process, par exemple, pour ma cliente, c'est dans sa table. Bonjour Xavier. C'est dans sa table de gestion des contrats et tout. C'est pas une table de log spécifique. Mais ça permet d'enregistrer tout le suivi des scénarios, comme on peut pas avoir un webhook response à chaque étape. Donc voilà pour l'astuce 5. Je pense que je ferai pas les 14 astuces là, hein, il reste 10 minutes. Alors l'astuce 6, donc je vais avancer un petit peu. Peut-être que je vais y arriver. Je vais un petit peu plus speeder. L'astuce 6, en fait, c'est souvent ce qui peut arriver quand vous faites des calculs sur Airtable, c'est que vous vous retrouvez des fois avec NaN qui est écrit dans une cellule ou un hashtag error. Eh bien, je vais vous montrer en fait comment vous pouvez arrêter d'avoir ça dans vos colonnes, ce qui peut créer des problèmes dans vos automatisations ou dans vos calculs. Donc none pour l'information, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire na avec un accent du sud, na. Ça veut dire not a number. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'affiche souvent quand vous faites des calculs, comme je vous ai mis ici dans des divisions, que vous divisez du 0 par 0, enfin, qui trouve qu'il n'y a pas, enfin, il dit mince, il n'y a pas de chiffre, enfin, c'est pas un nombre, donc il vous met none parce qu'il y a une erreur. Ou quand vous faites référence à une date qui n'existe pas encore, par exemple, il va vous mettre aussi des hashtags error. Enfin, il va vous mettre ce genre de choses. Donc, la petite astuce pour éviter ça, quand vous utilisez Airtable, donc je vais aller sur l'astuce 6, je vais vous montrer déjà avec les formules. Donc là, par exemple, vous allez avoir des tables où ah, Xavier qui dit à personne derrière, tu peux déborder. C'est gentil, Xavier. Vous savez, comme ça, je peux montrer les 14 astuces. Si ici, par exemple, vous avez des champs vides, et puis que vous avez une colonne ici, par exemple, qui va me calculer, il veut me calculer J+2 de cette date du jour. Donc, j'ai une petite formule qui me dit, ajoute-moi 2 jours, donc à cette date, qui est ici date du jour. Bah, il va mettre un hashtag error parce que bah, je n'ai pas de date de jour. Donc déjà, c'est pas très beau dans sa table. Et puis en plus, ça peut provoquer des problèmes dans des formules. Donc là, si je mets ma date, vous voyez qu'il me calcule bien. Donc je n'ai pas changé le format, c'est le format américain avec l'heure. Mais il me calcule bien 2 jours, donc 17 du 5, 15 du 5. Mais j'ai le problème, voilà, que ici j'ai error quand il n'y a rien. Donc comment on fait? Ben, en fait, dans votre formule, vous allez pouvoir, donc ça c'est l'ancienne formule, et vous voyez la formule OK. C'est quoi la différence? C'est qu'ici on avait date add. Date du jour, virgule 2, donc ici on ajoute 2 et days, donc c'est les jours. Donc il met error quand j'ai pas de date. Et ici je mets if. If, c'est la petite formule magique quand même qu'on utilise beaucoup. Olivier qui dit on en est encore à l'astuce 2, on a le temps. Moque-toi Olivier, moque-toi. Donc ici on va mettre, il faut qu'il y ait, pour faire le calcul, il faut qu'on ait une date du jour dans date du jour. Sinon tu ne fais pas le calcul, parce que forcément s'il fait le calcul et qu'il n'y a pas de date, il va mettre qu'il y a une erreur. Donc on lui dit s'il y a une date du jour, dans ce cas-là, on met date add. Donc vous voyez, ça c'est ce que je vous montrais aussi tout à l'heure dans les astuces quand on débute, qu'on fait des formules. Si vous avez du mal à faire une grande formule comme ça tout de suite dans votre logique, vous pouvez commencer par cette formule date add qui est ici. Je vais faire comme ça, on le verra mieux, voilà.
Vous commencez par cette formule, puis vous dites: «Bah, maintenant je vais rajouter if s'il y a une date du jour, il me fait ça». Ben, du coup, vous mettez if. Si j'ai bien une date du jour, que ce champ n'est pas vide, du coup, j'ajoute date du jour, virgule 2 days. Et une petite astuce aussi, c'est que souvent quand on fait du if, il vous met dans l'exemple de mettre toujours donc c'est quoi la logique? La valeur 1 si oui, la valeur 2 si non. Et souvent, les gens ont envie de mettre s'il y a une date de jour, virgule, tu fais le calcul, sinon, souvent on fait ça, tu fais rien, puis on met, des petits guillemets. Alors ça, c'est problématique, vous voyez, du coup, j'ai un format tout pourri. Pourquoi? Parce qu'il me dit que c'est ni une date ni un nombre. Si vous mettez en fait, ça c'est un autre problème qu'on rencontre souvent, c'est guillemets, il va considérer que votre champ, c'est un champ texte et pas une date. Alors c'est pour ça que souvent et puis il y a pas besoin de s'embêter en fait, vous dites juste Airtable, mais dans Make ou autre, c'est pareil, juste si il y a ça, tu fais ça. Le sinon, s'il y a pas d'autres, variable à mettre, valeur à calculer ou autre, ou que, comme ici dans l'exemple, il met, si c'est supérieur à 50, tu mets gagné, sinon tu mets perdu. Là, c'est juste, on veut s'il y a la date, tu calcules, sinon tu fais rien. Donc on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Et là, si je fais ça, cette fois, hop, là, ça me remet en format date. Et là, je peux choisir le format de ma date. Olivier qui dit: «Je préfère que tu prennes le temps sans se presser, c'est intéressant». C'est beau, ça rime ça. Moi, je fais de la musique, tu vois? Je préfère que tu prennes le temps sans se presser, c'est intéressant. Ça pourrait faire un petit truc sympa ça. Donc voilà pour l'astuce pour les erreurs dans vos dates. Maintenant le NaN. Le NaN, c'est quoi? Imaginons ici, j'ai fait une petite table, je fais des réservations en ligne. J'ai un nombre de places. J'ai des réservations, donc un nombre de places disponibles. J'ai des réservations et ici, je veux calculer, alors là, c'est n'importe quoi, je fais une division, c'est pour vous montrer une division, mais ça n'a aucun sens. Je veux diviser les réservations par le nombre de places. Ici, comme j'ai pas de chiffre, en fait, il me met NaN, parce qu'il y a pas de chiffre, il y a même pas de 0, il y a rien. Si je mets 0, 0, il me met NaN aussi, parce qu'il peut pas faire de la division sur 0. Xavier qui dit: «Le NaN, c'est un pain indien». Mais oui, il me semble que le NaN, c'est un pain indien. En effet, le NaN est un pain indien. C'est très bon d'ailleurs. Bon, je me disperse. Donc, si là je mets 2, voilà, il me met infinity parce que diviser 2 par 0, ça ne marche pas non plus. Alors, comment faire pour pas avoir ce NaN si on a des divisions ou des calculs et qui dit: «Mais non, mais c'est pas un nombre, ça ne marche pas». Donc je fais NaN, bye bye. Ici, donc ça, c'était l'ancienne division et là, vous voyez la nouvelle, il me met plus NaN, il me met 0. Donc avant, je faisais réservation divisé par nombre de places. Mais si j'ai pas de chiffre dans l'un ou l'autre, même là, si je mets 1, bah si, là, il met 0 quand même. Donc s'il y a un nombre. Et si j'ai pas de chiffre, il met NaN. Ici, il me met 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis if. Ah, on retrouve ce petit if. Si mon nombre de places est supérieur à 0, alors il fait la division. Sinon, il m'écrit 0. Alors là, par contre, du coup, vous voyez, c'est ni un nombre ni une date. Parce que je lui ai mis, tu me mets 0. Je crois que ça ne marche pas si je mets juste 0 comme ça. Si, ça marche. Voilà, bah faites ça plutôt. Parce que là, du coup, je peux formater en nombre. D'ailleurs, j'ai créé un caractère, une chaîne de caractères. Donc, ici, si le nombre de places est supérieur à 0, dans ce cas, je fais le calcul. Et je pourrais même mettre, si je veux, un end. Donc là, on va rajouter un bout de formule. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Attends, ici, if. Donc là, je vais mettre tac, tac. If, non. Ici, je vais mettre comme ça. Ça. Mais pourquoi il me rajoute des if, lui? Il est pas bien. Si je veux même m'assurer qu'il y a un nombre dans les 2 colonnes, je peux mettre end. Donc je vais vérifier que le nombre de places est supérieur à 0, mais aussi réservation est supérieure à 0. D'accord? Je ferme la parenthèse, virgule.
pourquoi ici alors là, j'ai pas compris ce qu'il m'a fait. Ah, j'ai oublié une parenthèse, pardon. Donc if end. Si nombre de places et réservations sont supérieurs à 0, alors il fait le calcul, sinon il met 0. Tac, je sauvegarde et là ça marche. Donc là, si je mets un chiffre là, il me met toujours 0. Si je supprime là, je mets là, il me met toujours 0. Et si maintenant je mets les deux chiffres, bah là il fera le calcul. Hop. Donc voilà pour le nan, pour ne plus avoir ce nan qui s'affiche, mais manger du nan pain indien, comme dit Xavier et Olivier, c'est très bon. Ensuite, les chiffres négatifs, ça peut être un problème aussi, les chiffres négatifs. Par exemple, j'ai un nombre de places maxi et un nombre de places réservées. Je veux que le nombre de places restant soit égal à 0 si j'ai plus de place. Comme ça, si j'ai une erreur dans le nombre de places réservées, ça me met 0. Alors pourquoi? Parce que des fois, parfois, on peut, je sais pas, on a une erreur, on a un formulaire de réservation, les gens réservent et en fait, ils peuvent réserver, voilà, hop, il y a eu un souci, ils peuvent réserver ou on a un chiffre qui est plus important que l'autre, il y a une erreur et donc ça va mettre des chiffres négatifs. Exemple ici, j'ai 4 places, j'ai 9 réservations, forcément, il met -5 puisque j'ai plus de réservations que le nombre de places disponibles. Donc ici, nombre de places moins les réservations. Donc il va me mettre -5. Si moi je veux qu'il me mette 0 en fait, ou mettre en négatif, enfin en positif, on verra après négatif en positif. Là, c'est déjà comment on fait pour qu'il mette 0. Si maintenant j'ai mon nombre de places, mes réservations sont supérieures, je veux pas qu'il m'affiche -5, je veux qu'il mette 0, point. À chaque fois, il met qu'il reste 0 place. Ça, c'est utile, par exemple, si vous faites une formule et vous dites: «Si les places restantes, c'est 0, ben alors on peut plus réserver ou autre». Donc même si on se trompe, que quelqu'un change le chiffre ici, je veux que ça me mette 0, comme ça, j'ai pas de problème. Et bien ici, ce qu'on fait, on fait si nombre de places est inférieur à réservation, alors il m'écrit 0, sinon il me fait nombre de places moins réservation. Donc on vérifie en fait ici, si mon nombre de places est bien inférieur à réservation. Nombre de places est inférieur à réservation, qui me met 0. Si maintenant j'avais 9 places et j'ai 4 réservations, il me calcule bien le nombre, donc 5. Le chiffre négatif en positif, ça peut être pratique des fois si les calculs sont justes mais qui passent en négatif, ici. Alors je vais remettre, je vais remettre les chiffres. Voilà, là je suis à -5. Imaginons au lieu d'être en -5, donc ici j'avais ma formule nombre de places moins les réservations, il me met -5. Si je veux pas m'embêter parce que le chiffre est juste, mais que je veux qu'il me laisse un chiffre en négatif, donc vous voyez, j'ai utilisé la petite intelligence artificielle pour gagner du temps. Eh bien, en fait, vous pouvez utiliser la formule qui s'appelle ABS, donc c'est pas un truc pour la voiture, hein, c'est absolu. Et il met la valeur absolue, donc il enlève le négatif. Et si je voulais, comme on avait fait sur les formules complexes tout à l'heure, j'ai mis, je peux modifier ma première formule avec cette formule ABS. Donc si je me dis OK, ça marche, réservation moins nombre de places, et ici, en fait, je pourrais utiliser ou dans les places restantes, mettre if nombre de places, il met 0, sinon tac, ABS. Comme ça, je rajoute, j'inclus dans cette formule ce qu'on vient de faire avec la valeur absolue pour les chiffres négatifs. Donc voilà pour l'astuce 6 et 7. Astuce 8. Alors ça, c'est sympa, c'est les formules mises en forme des champs. Formule mise en forme des champs, par exemple les numéros de téléphone ou les noms, prénoms. C'est toujours, un peu compliqué de mettre en format les champs parce qu'aujourd'hui alors je ne sais pas si ça a changé dans Airtable, mais alors c'est la 8. Tac. Je ne sais pas si ça a changé dans Airtable, je vais regarder, mais il me semble que le champ téléphone, hem, c'est toujours en format, alors ouais, c'est toujours en format américain.
Donc ça, c'est problématique. Donc en général, on fait un champ texte pour le téléphone. Si je mets, du coup, mon téléphone ici, je mets n'importe quoi, donc si quelqu'un a ce numéro, je m'en excuse. Je veux le mettre sous ce format, voilà, avec des petits tirets. Et bien, en fait, ça va me le mettre automatiquement. Donc là, en fait, ce que j'ai fait pour le téléphone, pour mettre dans ce format, alors ce qui est chiant, c'est que par contre, si, ben, j'oublie des chiffres ou qu'il y a des erreurs, lui, en fait, il va me mettre en forme avec les erreurs ou autres. Je sais pas s'il y en a qui ont des astuces là-dessus, mais voilà. Mais donc ici, il faut quand même que j'ai mes 10 caractères pour que ça fonctionne, parce que cette petite formule, elle dit quoi? Elle dit que si donc j'ai un champ téléphone, mid, donc mid, ça m'extrait donc une substring donc de chaîne de caractères. Il va donc le 1 et le 2, il va chercher le caractère 1, 2, tiret, ensuite mid téléphone, donc il me cherche le 3 et le 2, il fait un tiret, ensuite 5, 2, c'est le nombre en fait, de caractères à prendre à partir du 1, 2. Le 3, donc il prend le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il va me chercher tous les numéros et à chaque fois, il va me séparer avec un petit tiret. Donc ici, pour si vous l'avez vu tout à l'heure, on avait utilisé le concatenate. Bah, ici, en fait, c'est un concatenate. Sauf qu'en fait, on l'a pas mis, mais on retrouve à chaque fois les caractères, hein. On n'est pas obligé d'écrire concatenate et faire la formule, on peut juste mettre ça et le tiret et ça et le tiret, et cetera. Et j'ai mis donc que s'il y a le téléphone, il me fait cette mise en forme, sinon il m'écrit en attente. Claire qui met: «Pour avoir creusé le sujet, Airtable ne gère que les formats américains et canadiens, sauf si tu l'écris en format international». Malheureusement. Après avec Make, il y a aussi des petits modules qui permettent, de mettre dans plusieurs formats différents. Moi, je trouve ça plutôt sympa, mais bon, ça crée encore de l'automatisation. Donc ça peut être, si vous vraiment voulez mettre en forme votre téléphone sous ce format, une petite astuce. Donc ça, c'est pour le téléphone. Maintenant, pour le nom et le prénom. Donc là, pareil, j'ai fait une formule, c'est en attente parce que j'ai pas de prénom, donc il va rien faire. Donc imaginons, je mets, Guylaine, donc je mets en minuscule, tac, si je sais plus écrire, hein. Donc qu'est-ce qu'il va me faire ici? Je mets d'abord le prénom. C'est un peu la règle, hein, on dit toujours, on commence par le prénom et après le nom. C'est une règle de grammaire, hein. Donc voilà, on voit qu'il me met bien le nom en majuscule et le prénom, il me met une première lettre. Si j'écris comme ça, voilà, là je mets tout en majuscule. On voit que ça fonctionne quand même, hein, il me met quand même toujours mon prénom avec la première lettre en majuscule et mon nom en majuscule. Donc ici, ce qu'on fait dans la formule, je vais vous montrer, c'est qu'on met tout le prénom en minuscule pour ensuite remplacer par le nom, pardon, par le prénom avec la majuscule en première lettre et on met le nom en majuscule. Si on faisait pas ça, en fait, si on met pas tout en minuscule pour après mettre la première lettre du prénom en majuscule, ça fonctionne pas. Donc vous pouvez essayer, mais vous voyez que ça fonctionne mal. Donc on retrouve notre if end, d'accord? Donc j'ai mis un if. Si on a nom, prénom, il va me remplacer. Donc là, ici, on retrouve cette formule dont nous parlait Claire tout à l'heure, qu'on aurait pu utiliser avec notre arrobase, où on a rajouté les plus 1 dans nos champs d'email. Donc lower, c'est quoi? Il met tout en minuscule. Donc on met tout le prénom en minuscule. Ensuite, ce qu'on va faire, donc le premier caractère, hein, du prénom, on va mettre en majuscule, donc la première lettre du prénom ici. Et, donc parce qu'on est dans du concaténé ici, et espace. Donc quand vous voulez faire un espace, vous faites des guillemets avec un espace. Majuscule, donc là, il va mettre en majuscule le nom et sinon il marque en attente. Voilà. Ça peut être une petite astuce pour le prénom.
Voilà, Olivier nous dit que Airtable utilise le format standardisé E164 de téléphonie, comme le disait Claire. Donc voilà pour l'astuce nom-prénom, pour avoir le prénom avec la première lettre en majuscule et le nom en majuscule. L'astuce numéro 9. Ça, c'est une astuce, ça va aller assez vite. C'est pour créer des tables rapidement qui soient liées dans Airtable. Vous savez, dans Airtable, il y a un truc qui est un petit peu chiant. C'est qu'à chaque fois que vous créez des tables, donc là, je vais créer une nouvelle table. C'est l'astuce combien? 9. Si je crée une nouvelle table, je fais Start from Scratch à chaque fois. On a une construction. Donc, je vais mettre ici une table entreprise. Tac. On a à chaque fois name, note, assign, statut. Donc ça, c'est un peu chiant parce que si on ne veut pas les colonnes, à chaque fois, il faut les supprimer autres. Donc, imaginons ici, moi, ce que je vais faire rapidement. J'ai une table d'entreprise. Donc ici, moi, ce que je vais mettre, je mets toujours un auto-number parce qu'il faut dans ce champ primaire, on va dire, avoir toujours un champ unique. Ça peut être autre chose, hein, on peut faire plein d'autres choses. Voilà, c'est pour l'exemple pour que ce soit rapide. Je vais créer une entreprise, nom entreprise. Donc on va mettre un single line text, nom entreprise. Je vais mettre Bibi plomberie, Toto maçonnerie et Lulu informatique. Voilà. Vous avez vu un petit peu créativité en moi. Donc, ici, j'ai le nom d'entreprise. Et puis, je veux lier mon entreprise à un client qui est un contact directement dans cette entreprise avec des informations sur ce client de l'entreprise. Si je fais Start from Scratch, je vais avoir toutes les colonnes. Il va falloir que je crée une colonne ensuite dans la table client pour lier à ma table entreprise. Donc, ce que vous pouvez faire directement, ici, vous faites plus dans votre table entreprise et vous avez Link to Another Records que vous allez utiliser si vous avez déjà votre table client. Mais ici, on va créer directement la table par ce champ, en fait. Parce que soit vous allez chercher une table qui existe, soit vous descendez, vous avez Create a New Table. Donc, je vais pouvoir créer ma nouvelle table que j'appelle client ou contact entreprise. Contact entreprise. Je ne veux pas lier à plusieurs records. Et donc là, il va mettre tout seul le nom, je ne vais rien mettre. Ou je pourrais le mettre. Bon. Je crée, voilà, contact entreprise, et il m'a créé ma table directement contact entreprise, et j'ai juste mon champ primaire, donc il va falloir que je gère après, et donc l'entreprise. Et donc je vois qu'ici, c'est bien lié à mes entreprises, et qu'ici, entreprise, j'ai directement les contacts. Donc imaginons dans cette entreprise-là, Bibi Plomberie, alors, on va rajouter nom contact. Non, Rocky. Je sais pas pourquoi je mets toujours Rocky, hein, c'est pas grave. Et puis dans l'entreprise 1, alors je veux pas plusieurs, parce qu'un contact fait partie d'une seule entreprise ici. Honda, voilà. Et puis par exemple ici, on va juste faire pour 2, voilà. L'entreprise 2, j'ai Patrick. Ouais. Donc là, imaginons, j'ai d'autres colonnes hein, qui peuvent ensuite définir ce contact. Donc ici, j'ai une name record. Alors voilà, pour le champ primaire, ici, ce que je vais faire, je vais faire une formule. Donc ça, vous pouvez le faire aussi dans vos champs primaires sur Airtable. Et je peux faire concatenate, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Hein. Et on pourrait faire concatenate. Bah ici, non, il n'y a que le nom contact. Bon, s'il y avait autre chose. Ou alors, on peut juste mettre non contact. Voilà. Et on va mettre ça. Et ce sera très bien. Donc maintenant, si je vais dans entreprise, je vois bien que j'ai mes entreprises. Moi, je vais supprimer Lulu informatique. Désolé, Lulu. Donc, j'ai mon entreprise, j'ai mon contact. Et puis, par exemple, pour mes contacts, j'ai des interactions. Et ben, je vais continuer. Link and Other Records. Je vais créer une nouvelle table que je vais appeler interaction.
Là, je laisse plusieurs enregistrements puisque je peux avoir plusieurs interactions avec mon contact. Et là, dans interaction, on va ajouter la date de l'interaction. Tac. Défaut, tout ça, c'est bien, ça fait pas longtemps qu'il y a dans Airtable. On peut mettre, la date du jour par défaut. Ça, c'est pas mal. Pensez à utiliser les champs par défaut aussi de vos colonnes sur Airtable, c'est plutôt pratique. Et donc voilà, je vais mettre la date et on va mettre, commentaire. Tac. On va mettre ça juste pour l'exemple. Parce que j'en aurai besoin après pour une autre astuce. Donc là, je vais mettre un auto number, je vais pas m'embêter. Donc si maintenant, j'ai un contact d'entreprise, tiens, hop, j'ai une interaction avec lui. Donc je crée une interaction et donc je peux la créer là, donc telle date, commentaire, on a échangé, sur tel sujet. Hop et je ferme. Donc là, du coup, j'ai bien mes interactions avec les sujets. Si je veux aller plus loin, je peux créer bien sûr un petit formulaire. Je le crée parce que je vais en avoir besoin après. Alors, hop, voilà, je me suis planté. À chaque fois, je me plante avec les nouveaux formulaires. Donc, je crée un ancien formulaire, voilà. Nouvelle interaction, parce qu'on va parler après des champs préfils que je vais vous montrer rapidement. Nouvelle interaction, contact entreprise, date, commentaire. Donc voilà, ici pour la petite astuce pour lier rapidement des tables entre elles sans créer en fait, à chaque fois des nouvelles tables. Et justement, on arrive à l'astuce 10 qui est l'extension Prefill Forms. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui sont moldus comme, je l'ai été au tout début et qui se demandent c'est quoi du Prefill Form? En fait, Prefill, c'est pré-rempli. Ça veut dire que, ici, j'ai créé une table entreprise, contact entreprise et je peux avoir des interactions avec ce contact. Si j'ouvre mon formulaire, il va falloir à chaque fois ici que je sélectionne le contact de l'entreprise, pour qui j'ai une interaction. Ou alors imaginons c'est le contact de l'entreprise qui fait une interaction. Enfin bref. Ce qu'on veut ici, c'est que les gens n'aient pas accès à cette liste déroulante et que le contact soit directement entré pour que si moi, par exemple, j'ai une interaction avec, le contact de cette entreprise, j'ai juste un lien à cliquer, j'ai pas besoin de rechercher à chaque fois qui est ce contact. Eh bien, en fait, ça, c'est possible en ajoutant ce qu'on appelle des paramètres dans votre URL du formulaire. Je ne vais pas vous expliquer toutes les façons de faire du préfill. Il y a des vidéos sur YouTube, j'en ai fait une aussi sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer juste comment utiliser une extension très pratique qui va vous faire gagner du temps. Donc ici, je vais déjà rajouter lien, forme, interaction en premier. Ce que je fais ici, c'est que dans ma table de contact entreprise, je vais mettre directement le lien du formulaire qui va me permettre de créer une nouvelle interaction. Je ne vais pas aller dans interaction. Parce que dans l'interaction, il va falloir que je remplisse le contact, etc. Moi, je veux directement de ce contact-là cliquer pour avoir accès à mon formulaire. Et je vais donc créer le formulaire. Il est déjà dans ma table interaction. Et je veux ouvrir ce formulaire-là de ma table contact, mais avec le contact de la ligne où j'ai cliqué. Donc, ce que je fais déjà, c'est que je vais copier le lien du formulaire. Je vais vous montrer pourquoi. Alors là, ça peut être pas mal. Vous voyez, on va refaire la petite astuce de tout à l'heure. On avait parlé des descriptions. Là, je vais mettre formulaire original. Je mets le lien. Comme ça, si je repère le lien, ça m'évite d'aller le rechercher à tous. Bonjour Anto. Ça m'évite d'aller rechercher à chaque fois ce lien de formulaire. Alors, c'est quoi cette extension? Cette extension, donc on va faire add une extension. Ça s'appelle Prefill Forms. Vous ajoutez l'extension et ça va vous permettre, sans vous prendre la tête, de créer votre formulaire pré-rempli avec ce que vous souhaitez pré-remplir si vous avez du mal à concevoir vos URL avec les paramètres, etc. Donc, il nous dit, choisissez la table où le formulaire est. Donc, le formulaire, il est dans ma table interaction. Forme type, donc nous, c'est un formulaire, une vue formulaire.
Ensuite, il va me demander de choisir le formulaire. Donc, c'est le formulaire qui s'appelait Nouvelle interaction, hein, ici. Ici, il va me demander de coller le lien. Donc, je colle le lien du formulaire. La table qui contient la formule. Parce que moi, j'ai mis une URL, mais c'est une formule qu'on va mettre. Donc, c'est dans Contact entreprise qu'on veut qu'il y ait le lien pré-rempli. Et ici, on veut les champs avec le nom et pas l'ID. Je fais suivant. Et là, il va me demander OK. Donc, quand tu cliques sur ce nouveau lien, dis-moi quels champs doivent être pré-remplis. Moi, je veux pré-remplir ce champ Contact entreprise. Donc, je vais lui dire, alors ça peut être des valeurs statiques ou autres. Là, je veux aller chercher le nom du contact. Voilà. Donc ici, ouais, c'est bien la table. Ma table contact, j'ai l'entreprise, interaction. Moi, je veux récupérer le nom du contact dans ce champ contact entreprise. Je peux le cacher ensuite du formulaire directement. Ça peut être bien si vous voulez pas que les gens puissent cliquer pour retrouver ce champ. Mais là, je ne vais pas le mettre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, je fais Next. Et là, il me met une belle formule. Alors, si vous le faites vous-même avec les paramètres, ça ne ressemblera pas tout à fait à ça. Mais là, il va me mettre une belle formule avec voilà, l'ID de ma table et ici l'URL de ma table et il va me concaténer, vous voyez, c'est ça les paramètres. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est dans du débutant, mais c'est les paramètres où il va aller me mettre le nom du contact dans Contact entreprise. Petite chose en passant, parce que moi, ça m'est arrivé, j'ai créé une fois une base sur mon propre compte Airtable pour un client avec pas mal de champs préfil. Et je n'avais pas fait attention à cette notion d'ID de la base. Or, quand le client, j'ai partagé la base, il l'a copiée sur son workspace à lui, sa base a changé d'ID. Donc, à chaque fois qu'il remplissait des formulaires, ça me remplissait sur ma base de travail. Donc, j'ai dû trouver des solutions pour changer automatiquement tous ces ID. Si ça vous intéresse, je peux en parler une fois dans un autre stream. Mais voilà, faites attention à ça parce que votre base change d'ID à chaque fois et pour tous vos formulaires ou autres, ça va changer aussi, et ça va remplir sur une autre base qui a été copiée. Même vous, quand vous copiez vos propres bases. Donc je copie la formule, je ferme et donc ce que je vais faire maintenant, donc ça je peux refermer. Ici, je vais le changer en formule et je vais coller ma formule qui vient de me créer. Hop, save. Voilà. Et vous allez voir qu'il va me mettre donc les paramètres. Vous voyez, donc j'ai bien l'URL de base de mon champ. Et après, il m'a mis un petit arrobas, un point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est la fin de l'URL et on commence avec les paramètres. Et là, il me préfile contact entreprise égale. On voit bien qu'il a mis Rocky, Vanda, Patrick directement. Donc, si je clique maintenant directement, tiens, j'ai une interaction, un échange avec Rocky, je clique. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, il me met directement le contact de l'entreprise. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Par contre, le souci ici, c'est que si je clique, je peux retourner. Donc, c'est pour ça qu'on peut le hide, le cacher, quand on fait la formule. Par contre, j'ai fait ici interaction. L'interaction ne peut concerner qu'un contact. Donc, voilà pour l'astuce du champ préfil. Et ça, c'est top parce que quand vous créez une base, moi, par exemple, j'ai fait pour une cliente une base où elle gère des sous-traitants. Et les sous-traitants doivent rentrer des détails d'heures de travail. Et donc, en fait, on leur a fait un lien préfil qui renvoie vers une table de détails d'heures de travail. Et donc, eux, ils reçoivent un mail dès que le compte est créé avec ce formulaire qui est préfil. Et donc, quand ils cliquent dessus, eh bien, ils vont avoir directement, en fait, ça va être directement leur nom qui sera rentré pour rentrer leurs horaires. Et ça va mettre tout ça automatiquement dans la table des heures. Donc, voilà pour la petite astuce sur les champs préfil et l'extension préfil form. Astuce 11, on arrive au bout les amis. Ça, c'est une astuce qui va être assez rapide, mais c'est des petites choses qu'on n'utilise pas trop quand on débute dans Airtable ou même plus tard, parce que bon, il arrive toujours plus tard d'utiliser des choses qu'on n'utilisait pas avant. Ce sont les vues filtrées, verrouillées.
et les sections. Alors ça, c'est top parce que, même pour soi, hein, ça permet un petit peu d'organiser les choses. Vous voyez ici, j'ai plusieurs vues. Dans ma table, j'ai plusieurs vues. Ici, j'ai plusieurs vues. Ici, j'ai plusieurs vues, vous voyez? Ce que j'aurais pu faire, comme il y avait des astuces, différentes, 6, 7, 8, j'aurais pu créer directement des sections. Alors ça, c'est dans les formules payantes, hein, mais vous pouvez créer des sections. Et si je mets, par exemple, astuce 6, puis je vais créer une autre section astuce 7. Donc ça permet un petit peu de classer, vos vues dans Airtable. Donc voilà, astuce 6. Ça, je vais mettre dans astuce 7. Et comme ça, hop, tout il est bien classé, tout il est bien rangé. J'utilise beaucoup, moi, les sections pour mes clients, pour, les vues où j'ai des automatisations. Donc ça, c'est pas mal. C'est que, par exemple, ici, si j'utilisais ces vues pour des automatisations, je renomme pour automatisation. Comme ça, mon client sait que dans sa base, il ne va pas jouer avec ça. Donc ça, c'est plutôt pratique au niveau des sections. Ensuite, les vues verrouillées, ça, c'est pas mal aussi. C'est que je mets quand même des fois des petites sécurités en plus quand la base est utilisée par quelqu'un d'autre. Quand vous êtes sur une vue, alors c'est pas ici, vous avez en haut, voilà, Collaborative View, mais même si je travaille sur le compte de mes clients, je le fais quand même sur leur compte. Je vais en fait verrouiller la vue, donc Log View, parce que quand je vais éditer les colonnes qu'il y a ou le tri en fait, des records, bah, en fait, je veux pas. Une fois, j'ai une cliente, elle m'a changé parce qu'elle a dit: «Ouais, moi, je préférais voir les dates là avant», mais du coup, elle m'a tout bousillé mes automatisations sur Make. Donc Log View, voilà. Utiliser, toujours mettre des infos pour automatisation. Et puis après, on peut mettre, make, non automatisation. On peut toujours ajouter plein d'infos, c'est toujours bien d'en avoir plus. Log View, voilà. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, une fois que c'est verrouillé, je ne peux plus changer les champs qui vont être vus ou pas, je ne peux pas modifier les filtres, je ne peux pas modifier les groupes. Alors vous allez me dire: «Oui, mais là, on peut directement, unlock option». Oui, on peut, mais il y a quand même un message qui dit: «Attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir déverrouiller cette vue?» Voilà, donc en général, on ne touche pas. Donc ça fait des sécurités, voilà, en plus, quand on travaille pour des clients, par exemple, ou même pour soi, si on veut s'assurer qu'on ne bidouille pas des vues qu'on avait préparées. L'astuce 12, donc là, on va regarder comment maintenant on peut configurer, copier des configurations de vues. Ça, c'est hyper pratique aussi. On peut dupliquer des vues sur Airtable, hein, vous pouvez utiliser ici, on va prendre ici l'astuce. Ici, par exemple, je vais dupliquer la vue, donc je fais Duplicate View. Voilà, ça me duplique la vue. C'est la même vue, ça a mis exactement la même chose. Maintenant, imaginons que j'ai déjà une vue qui existe. Donc, je montre tout. J'ai cette vue qui existe, mais je veux avoir les mêmes colonnes ici que cette vue-là. Bah, c'est ça qui est bien avec la copie de la configuration de la vue, c'est qu'on peut copier des fils qui sont utilisés, des structures de colonnes de la vue existante. Ici, je vais prendre l'astuce 8. Je vais aller en haut et je vais mettre Copy Another View Configuration. Et là, Magie va me dire sélectionner. Bah, moi, je suis en anglais toujours sur RTL parce que j'ai appris sur la version anglaise. Alors, j'avoue que je ne mets pas en français pour la traduction, mais peut-être chez vous, c'est en français. Il va me dire sélectionnez les options que vous voulez copier. Donc, je peux copier les champs qui sont visibles, l'ordre des champs, le tri des champs, l'ordre des colonnes, pardon. Alors, c'est marrant. Alors, je vais faire ça. Par exemple, ici, imaginons, j'ai une vue, et puis là, j'ai prénom qui est avant nom. Donc, on va voir ce que ça va faire. Donc, je copie la visibilité des champs, l'ordre. On peut même copier la hauteur des lignes et la longueur, en fait, des colonnes.
les conditions de filtre, les groupes, donc les tris, et les couleurs, si on a mis des couleurs, ou tout sélectionner. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc ça veut dire qu'on ne copie pas les données, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste une vue, on va copier la configuration de la vue. Et ensuite, je vais dire sur quelle vue je veux copier ça, donc de la vue 8. Donc sur la suite copie, je fais copie. Et maintenant, si je vais ici... Ah non, je me suis planté, pardon. C'est from, c'est pas vers. C'est ici, je vais copier la vue de from. Alors, attends. Je me suis planté. On revient. Donc ici, il faut aller sur la vue où on veut modifier la configuration. Et donc, je veux copier de Astuce 8. Donc, j'avais mis ça. Alors, je mets juste, j'avais dit que je mettrais... attends, c'est dans quel sens? Nom, prénom. Prénom, non. OK. Donc, astuce, hop, tac, configuration. Donc, je refais, voilà. Et je mets l'astuce 8. Donc, la vue là, je veux copier la configuration de cette vue. Et voilà. Vous voyez, j'avais mis prénom, nom. Il m'a bien mis le nom et le prénom dans l'ordre là. Donc là, j'ai la même vue. Il m'a mis les mêmes colonnes et le même ordre des colonnes. Donc ça peut être vraiment pratique. Surtout quand vous avez des filtres aussi qui sont un peu compliqués pour éviter de les refaire à chaque vue. Donc, l'astuce 13. On arrive au bout. C'est toujours plus long parce qu'il y a toujours des échanges très intéressants avec les participants dans ces lives que je remercie d'ailleurs. Je bois un petit coup d'eau et on va finir avec les 2 astuces. Donc ici, c'est l'utilisation des lookup ou rollup dans Airtable. J'avoue que moi, au début, donc c'est l'astuce 13. Oui, qui t'inquiète, il est presque 17 h, l'heure de l'apéro. Alors, je vais juste enlever ça. Voilà. Quand on utilise des champs, des relations entre des tables, donc par exemple, ici, j'avais créé une petite table avec des statuts. C'était quoi ça? Donc ça, c'était le lien vers la table des astuces. Ça, c'était juste pour montrer. Et en fait, par exemple, dans ma table astuce 13, je veux récupérer ici les noms des gens. Hop, j'ai rajouté des noms. Je vais récupérer le nom des gens. Donc ça, je vais supprimer. Je vais récupérer le nom de ces gens. Voilà, ça fait 3 fois que je le dis, on a compris. Et souvent, quand on veut récupérer des infos d'une autre table, donc on a déjà une table qui est liée, hein, ici à ma table 1. Maintenant, dans cette table, en fait, ce que je veux, c'est récupérer des champs qui sont liés à cette table. C'est le lookup, ou en français, je crois que c'est recherche. C'est écrit recherche. Et donc, il faut que la table soit déjà liée. Et donc, je dis, je veux récupérer tous les noms de cette table, en fait, des records que j'ai choisis ici. Donc, le 1 et le 2, il me récupère, donc record 1, 2, c'est Robin Balboa. Et le 3, c'est Jackson. Donc, ici, j'ai 3. On voit Jackson, Robin Balboa et le 2, Balboa. Si je mets des lookups, en fait, il va me les mettre comme ça, c'est pas avec une virgule, ça marche, OK. Je récupère bien mes infos. Mais je ne peux pas, en fait, faire grand-chose hein, comme réglage. Et moi, j'utilisais des lookups partout. Et quand j'utilisais make, Xavier dit, je suis parti 30 minutes, vous êtes encore là. C'est l'avant-dernière astuce, Xavier. Quand vous êtes sur make, alors, l'astuce 13. Quand vous êtes sur make, le problème, c'est que quand vous allez vouloir faire make ou ailleurs une automatisation, il va récupérer en fait l'information sous forme d'arrêt. Ça s'appelle un arrêt, A-R-R-A-Y. En fait, c'est un genre de tableau, hein, c'est une liste sous forme de tableau. Et il va voir ça, lui, pas comme une ligne d'information, mais il va les séparer en différents records, comme si c'était 2 records différents liés au record 1, des sous-records en fait.
Olivier qui dit: «Tu as dit qu'elle pouvait déborder, tu pensais quoi?» Donc ça veut dire qu'il va me sortir, il va me dire: «Bah, dans le recorn 1 là que je récupère, j'ai Robin et puis j'ai Balboa dans un autre, sous-recorn» et quand je vais vouloir mapper et récupérer tous ces noms-là, ça va être plutôt compliqué, et si j'ai qu'un champ, en fait, il va quand même me créer un arrêt et ça peut poser des problèmes et je vais vous montrer après pourquoi. C'est pour ça qu'en général, c'est plutôt conseillé d'utiliser ici le roll-up et moi je pensais pas utiliser les roll-up pour ça. Parce qu'ici, le roll-up, comme j'ai écrit, hein, quand on fait un lookup, on récupère un arrêt, le roll-up, ça va permettre de récupérer un texte. Et en fait, on va pouvoir, avec des petites formules, séparer, faire des sauts à la ligne, etc. Et ça peut être utile dans des documents qu'on veut générer ou autres, d'avoir cette solution. Alors, ici, le roll-up, donc je crois que c'est cumul en français dans Airtable. C'est comment vous faites un roll-up, vous allez dire ici, donc il va summarize, il va synthétiser en gros les informations qu'il récupère d'un champ lié. Et donc dans statut, je vais récupérer tous les noms. Et ici, je vais utiliser array join. Array join, en fait, c'est quoi? Il va me joindre donc les valeurs dans un champ texte avec un séparateur. Donc ici, j'ai mis un point virgule. D'ailleurs, je peux faire comme ça si je veux mettre des espaces avant-après. Mais je pourrais lui dire, je veux un saut à la ligne, etc. Voilà. Maintenant, ici, comme ça, visuellement, ça n'a pas de différence pour du texte. Mais si je lance maintenant mon scénario make, alors je vais juste, je vais lancer les deux. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il me récupère comme info de ma base Airtable? Bien, vous voyez, il me récupère 3 bundles, donc j'ai bien 3 enregistrements ici. Et ici, vous voyez que quand c'est un lookup, alors je ne sais pas si je zoome, si ça marche, si je peux, pour que vous voyez bien. Quand c'est un lookup, donc mon champ non lookup, il me crée un arrêt et donc je suis obligé de cliquer pour voir les différentes informations. Ici, j'ai que Balboa, mais dans mon autre champ, j'en avais plusieurs. Et vous voyez, il me crée une liste 1, 2, 3. Et je ne vais pas pouvoir récupérer ça en fait à la suite, sauf avec des modules un peu plus complexes, on va dire, qui sont les itérateurs, agrégateurs, etc. Et si je veux récupérer par exemple que le 1, bah, il va falloir que je mette des formules de map, collection, get, etc. Enfin, c'est un peu compliqué à gérer pour tout ce qui est texte ensuite. Même si j'ai qu'un champ, il va falloir que je gère mon arrêt. Alors que vous voyez qu'avec le roll-up, il m'a créé un format texte en fait, hein. Donc ici, j'ai le roll-up, j'ai bien mes 3 noms qui sont d'affilée, donc je vais pouvoir les récupérer comme ça. Donc suivant ce qu'on veut faire aussi, on peut préférer l'un ou l'autre, mais si on veut récupérer juste une chaîne de texte qu'on récupère d'une autre table, c'est que le roll-up sera plus pratique. Si je vous montre maintenant, ici, j'ai créé un petit truc de variable. Donc ici, non lookup, donc hop. Si je veux récupérer ici non lookup, je vais vous montrer. Donc ici, ça a bien marché, hein. Il m'a récupéré en output non lookup Balboa, non rollup Balboa. Ici, il m'a récupéré que le premier. Même si c'est un arrêt et que je ne l'ai pas géré. Donc il me récupère que le premier à chaque fois, alors qu'en rollup, j'ai bien tous mes champs texte. Pourquoi? Parce que quand on met ici, vous voyez la variable qu'on va mapper ici, donc mon lookup, ici, qui a un arrêt. Alors ici, c'est marrant parce qu'il me le met aussi en format arrêt. Alors je ne sais pas pourquoi des fois make, il fait des trucs, je ne comprends pas. Si je mets tout ça là, lookup, là je vais mettre mon rollup. Si je fais comme ça, je fais lecture, je vais avoir une erreur. Non, j'ai pas d'erreur. Il me l'a pris? Non. Bah, en fait, il va me les ressortir pareil, mais il ne va pas me sortir la chaîne de caractères ensemble. Si maintenant je dis je veux récupérer que la première variable, ici je vais être obligé de mettre lookup, d'aller chercher le 1. Mais si j'en ai plusieurs, il va falloir que je mette des formules pour récupérer le 1, le 2, le 3, etc. Là, si je fais lecture,
on voit qu'à chaque fois, bah, si j'en ai plusieurs, il me sort que le premier. Donc voilà, en gros, rapidement, pourquoi parfois c'est mieux d'utiliser des lookups et pourquoi des fois c'est mieux d'utiliser des rollups. Donc faites attention à ça, parce que vous savez qu'on a tendance à mettre des lookups partout. C'est assez pratique parce qu'ici, quand vous cliquez droit sur votre link record, faire Add Look Fields, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le plus pratique suivant ce qu'on veut faire derrière. Donc toujours réfléchir aussi à ça plutôt que de devoir tout changer après. Et la dernière astuce, ça c'est sur les formulaires de redirection. Les redirections de formulaires, par exemple, vers des webhooks make Airtable. Si vous utilisez des formulaires, comme on a vu tout à l'heure pour créer une interaction, imaginons, vous voulez qu'une fois qu'une interaction soit rentrée, eh bien, une fois que le formulaire est envoyé, ça redirige vers un webhook. En fait, ça lance, ça appelle, vous savez, je vous ai dit, le webhook, c'est un peu Airtable, il décroche le téléphone, il tape le numéro, il appelle make, et il dit « Ouh, tu reçois des infos là, décroche ». Make qui décroche, c'est le webhook qui décroche, et hop, il va lancer le scénario. Et ben, en fait, ça peut être utile parce que des fois, on veut générer une action, une automatisation, une fois qu'un formulaire est envoyé. Par exemple, moi, j'utilise, les gens vont me demander une brochure sur mon site. Ben, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ça va générer une automatisation sur Make qui va les ajouter à un groupe d'abonnés sur MailerLite, qui est mon outil d'emailing. Donc ça peut être plein de choses, on peut faire plein de choses. Et voilà, ça peut être très utile. Alors, comment qu'on peut faire ça? D'ailleurs, dans un autre épisode d'astuces, je vous montrerai aussi comment utiliser des scripts ou autres pour lancer directement des webhooks. Comment on peut faire ça? Astuce 14. Tic. Donc l'astuce 14, ici, j'ai un petit formulaire. J'ai fait un formulaire bateau, email, qui est lié à astuce 13, là, et puis non. En fait, ce que j'ai fait ici dans les options, j'ai redirigé tout et dans Make, alors je vais aller dans les scénarios Make. Dans Make ici, j'ai créé un petit scénario donc avec le webhook, hein, celui qui décroche le téléphone. Le webhook, et donc ce webhook en fait, il a une URL. Et cette URL, on va la récupérer. Vous voyez, c'est l'URL qui est copiée dans Airtable. Parce qu'il faut bien lui dire qui il doit appeler. Ben, il doit appeler l'URL là. Mais pour savoir c'est quel enregistrement qui est lié, ici, moi, ce que je veux, par exemple, je veux créer un enregistrement. D'accord? Et puis, j'ai un petit webhook response qui me dit yes, tu gères. Voilà, j'aurai un petit souci à cause du markdown, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment on peut lancer un scénario après l'envoi d'un formulaire. Redirect tout, et puis record ID égale record ID. Pourquoi? Parce qu'on veut récupérer. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure. Ça faisait partie d'une des astuces. Je suis désolé. C'est que je vous conseille, quand vous créez des tables Airtable, de toujours ajouter ces 3 colonnes partout, 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 qui sont le record ID. Donc ici, vous faites une formule et vous tapez record ID. Comme ça, vous avez toujours l'identifiant ici qui est visible au besoin de l'enregistrement. La date de création, vous avez ici create time, où c'est créé le, je crois. La date de création et la date de modification. Et vous pouvez même vous amuser, petite astuce, à mettre des champs spécifiques dans la date de modification si vous voulez pas que ce soit comptabilisé dès que vous modifiez tout et n'importe quoi. Voilà. Donc ça, mettez-le vraiment partout parce que ça peut toujours être utile. Donc, ici, j'ai mon formulaire. Je reviens au formulaire. Et j'ai l'ID. Alors, je vous montre parce que je vous conseille de toujours copier votre formule avant. En fait, donc la formule, c'est le webhook, point d'interrogation, vous savez, comme les préfils tout à l'heure. On va ajouter des paramètres, donc record ID égale record ID. Si je coche ici,
Ah, paf, ça c'est pas top sur Airtable, hein, faites attention à ça. Il vous vire tout et si vous recliquez, il faut refaire toute la formule. Il vous dit ici, ça peut être une URL HTTPS ou HTTP. Ça peut être n'importe quel site, hein. Vous pouvez mettre votre site web, rediriger vers ce que vous voulez. Et si vous voulez rediriger vers un webhook et récupérer le record ID, voilà, vous pouvez inclure, donc il met bien le record ID ici que vous allez récupérer. Donc je recopie cette formule que j'avais mis de côté parce que quand vous faites avoir plusieurs fois, ben, voilà. Alors, Olivier me dit: «Les variables record ID ne peut pas être mis dans le formulaire, ça évite d'avoir des informations visibles dans l'URL». Les variables ne peuvent pas alors ils sont pas dans le formulaire, hein. On va regarder, bonne question. Mais je suis pas sûre qu'on le voit dans le formulaire. Donc ici, si je fais open form, donc là je l'ai mis sur on, on va voir. J'ouvre le formulaire. Hop. Alors, il ne le met pas ici, déjà. Maintenant, est-ce qu'une fois que je vais remplir il va me le mettre. Donc je vais mettre, n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. Coucou. Ah oui, Olivier dit en fait que ça évite de mettre des infos dans l'URL parce que c'est qu'en effet, les gens voient ici les paramètres qu'on met, dans la barre d'adresse et donc au moins c'est neutre. Donc je fais soumettre, il va m'écrire ça par contre c'est un peu chiant, il écrit: «Vous êtes redirigé vers là». Donc c'est que les gens ils voient ça, il y a le record ID quand même qui s'affiche. Il s'affiche en haut, dans le webhook response. Et donc si je vais là, normalement il m'a bien créé, hein, voilà, test, Oh ça c'est bizarre, il vient d'où lui test là? Donc coucou, il me l'a bien créé et puis il m'a lancé mon scénario, il m'a écrit: «Yes, tu gères». Ici, qu'est-ce qu'il m'a récupéré? Donc je vais regarder le dernier scénario. Il m'a bien récupéré le record ID. Donc ici, j'ai create record, mais je peux avoir, un petit je pourrais avoir plutôt update record, hein, Non, je peux pas avoir update record, non. En fait, là, je l'ai fait sur une création, mais c'est vrai que ça, en général, c'est plutôt utilisé, voilà, si ici j'avais un bouton non, mais si ça marche. Là, mon exemple il est nul avec le, update record, ça c'est bien, voilà, pour ajouter sur des choses extérieures. Si on voulait faire un update record, ça peut être pas mal ou un bouton sur un record, on récupère l'ID directement. On clique et le record ID fonctionne. Olivier qui me demande: «Est-ce que dans un Airtable, à l'ajout d'un enregistrement, tu peux pas démarrer le webhook au lieu de faire la redirection?» Si. Ça sera dans un autre épisode d'Astuces Airtable où je montrerai comment on peut, lorsqu'il y a un nouvel enregistrement ou autre, lancer un script. Donc là, on va voir avec des petits scripts, et des mail hooks, comment on peut démarrer directement sans faire de redirection en effet. Donc voilà les amis pour les petites astuces. On a réussi à avoir les 14 astuces, hein, c'est génial.
J'aurais presque mis 1 heure de plus encore. Je m'excuse. Olivier Mamet, j'ai trouvé comment faire revenir les gens pour le prochain épisode. C'est ça. Alors, le prochain épisode, ça va être quoi? Parce que j'ai déjà préparé plusieurs épisodes. Je vais peut-être continuer sur les petites astuces Airtable, si vous voulez. J'avais prévu des petites astuces make, mais bon, on pourrait faire make plus tard. Autant continuer. Xavier dit, je vais appeler la police pour te déloger. On ne peut pas me trouver, j'ai un VPN. Ils ne pourront pas trouver mon adresse. Je rigole. Voilà, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Au lieu de 14 astuces, je vais mettre 7, comme ça, normalement, ça devrait tenir dans le temps. Mais c'est la faute d'Olivier aussi, et de Claire, et de tous les participants qui interagissent. Comme il y a de l'interaction, c'est plus long, quoi. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Il faut que je trouve une solution là pour... Il faut que je trouve une solution pour ces bugs là de connexion là, avec mon répéteur. Pourtant, j'ai un répéteur Wi-Fi. Je me suis dit, cette fois, ça marchera. Mais a priori, ça ne marche toujours pas. Donc, je suis désolée. Il faut que je trouve une solution. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Et on se retrouve dans un mois. C'est quand dans un mois? C'est le 5, le 19, si je dis pas de bêtises. Le 19 juin, on se retrouve. On continuera avec les petites astuces sur Airtable quand on débute ou même quand on est intermédiaire. Claire me dit, on va t'envoyer Olivier pour le support technique du répéteur. Ouais, je crois. Non, mais bon, c'est chiant, quoi. C'est chiant. C'est chiant. Là, j'étais en Seine-et-Marne la semaine dernière, je captais que dalle. Alors, je sais pas si c'est normal en Seine-et-Marne que les gens captent si mal que ça, mais incroyable, quoi. 2024 que de capter encore aussi mal. Oui, je voulais mettre le petit écran de fin pour vous quitter. Et puis, je vous remercie. Puis, j'espère sur LinkedIn que ça a été pour vous. En tout cas, pour ceux qui regarderont aussi le replay, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne YouTube de No Code France, où vous retrouverez tous les replays des émissions et d'autres émissions super intéressantes, dont l'émission de Claire sur les crash tests des applications No Code. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de contenus super intéressants, il y a plein de replays. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, à dans un mois.